Bonjour, bienvenue donc dans la section 3 du bloc 1, du cours performance. Donc le bloc 1 est la partie où on s'interroge sur ce qu'est la performance, ses définitions, ses fonctions, ses caractéristiques. Donc dans les deux premières sections, on est parti sur des définitions par Schechner, donc il y a un théoricien des performance studies et d'autres. On a aussi vu un petit peu quelles étaient les différentes fonctions de la performance, comment la performance quelque part était un petit peu partout, comment elle traversait tous les champs du savoir, comment elle recouvrait énormément de pratiques, comment quelque part c'est vraiment une des formes artistiques majeure du XXe siècle et du XXIe siècle, et c'est important pour vous puisque vous serez amené, surtout si vous travaillez dans des institutions culturelles, mais pas uniquement, à forcément rencontrer ce type à la fois d'expression artistique mais aussi politique et sociale dans votre activité professionnelle ou artistique. Donc dans cette troisième section du bloc 1, nous allons partir un petit peu sur des définitions de la performance, mais cette fois données par des artistes eux-mêmes. Donc là, on va commencer par Marina Abramović, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une très célèbre performeuse qui a commencé dans les années 60, qui a mis du temps à émerger, qui maintenant a une soixantaine d'années. Et il y a eu une très grande exposition en 2001 au MoMA, donc au Musée contemporain d'art moderne de la ville de New York, qui s'intitulait The Artist is Present, où en quelque sorte ça a été un peu le couronnement de sa carrière, avec une performance dont on reparlera d'ailleurs qu'elle a fait dans le cadre de cette exposition. Mais c'est aussi le moment justement aussi où quelque part la performance a été institutionnalisée, ce qui n'était peut-être pas forcément l'idée de départ. C'est pas l'objet du débat aujourd'hui. On sera amené à revenir justement sur cette question aussi de l'institutionnalisation de la performance. Mais pour l'instant, donc je vous recommande d'aller sur le site de l'exposition des Artists is Present du MoMA. Enfin, j'espère qu'il marchera mieux pour vous que quand j'y suis allée cette semaine, parce que là, quelquefois, les liens bloqués. Donc, j'ai vérifié tous les liens que je vous ai mis dans le diaporama. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc là, je vous demanderai d'aller voir, c'est un extrait, non pardon, je me suis trompée, la date de l'exposition au MoMA c'est 2010, c'est pas 2001. Donc là, vous avez une petite performance qui dure 1 minute 56, donc moins de 2 minutes, où Marina Abramović explique un petit peu ce qu'est la performance pour elle. Donc je vous laisse la regarder. Encore une fois, je vous rappelle, c'est obligatoire de regarder les perfs. Donc ce qui est intéressant, enfin on pourrait la commenter ensemble, on pourra y revenir en TD, c'est la manière dont ça fait écho justement à ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est-à-dire comment pour elle il y a une différence fondamentale entre le théâtre et la performance, et je pense qu'elle donne des exemples éclairants en disant par exemple que au théâtre on joue quelqu'un d'autre alors que dans la performance c'est pas possible, on est là avec son corps, avec soi, on parle de son expérience, donc c'est quelque chose de radicalement différent. Si vous voulez, quelque part la performance a une dimension autobiographique, ce qui n'est pas le cas au théâtre. Au théâtre, vous avez rarement la personne en plus qui a écrit la pièce qui est en train de la jouer, etc., etc. On revient aussi sur cette question de la représentation dont je vous ai parlé l'autre fois. Et je trouve que Marina Abramović a une formulation éclairante quand elle dit la différence avec la perf, c'est quand vous avez un couteau, quand vous avez du sang, c'est pour de vrai, alors qu'au théâtre, c'est pour du faux. En tout cas, c'est pas le même rapport. C'est aussi une manière d'insister sur l'importance du corps et de son corps, qu'on peut d'ailleurs poussé jusqu'à ses limites. Ça a été un des grands courants de la performance quand elle a commencé avec Fluxus, etc., ou les performances des actionnistes viennois, mais aussi dans toutes les performances féministes où on va beaucoup explorer justement le corps féminin, ses limites, son aliénation, le masochisme féminin, etc., etc. D'ailleurs, si vous avez le temps, et je pense que ce serait bien que vous le preniez, allez voir des performances, justement, des premières performances
soit en solo, soit avec Uli, donc son partenaire de l'époque, que fait Marina Abramovic. Elles sont souvent centrées sur le corps, sur son propre corps, sur l'endurance, sur la performance, là au sens de justement performance un petit peu sportive, etc. Et on retrouve d'ailleurs cette question de tenir, hein, de faire tenir le corps, de lui faire endurer des choses dans la performance qu'elle a proposée au MoMA, sur laquelle on reviendra, et qui consistait en fait à rester assise toute la journée pendant presque un mois, je crois, en recevant des gens et en restant immobile. Donc là aussi, toute une question justement de mettre le corps à l'épreuve, etc., etc. Elle insiste aussi sur le fait, et je pense que ça c'est intéressant pour nous dans les contextes actuels, que les performances sont souvent importantes, et en tout cas permettent de dire des choses en période de crise, et notamment en période de crise économique. Donc c'est aussi quelque chose qu'on a pu observer depuis la mobilisation des mouvements altermondialistes, depuis les forums sociaux, depuis les années 2000, mais aussi jusque récemment donc dans l'Amérique de Trump, mais aussi à travers tous les mouvements du type en Grèce, ou du type de mobilisation contre le néolibéralisme, ou les mouvements tels que Occupy Wall Street, etc., etc. Donc quelque part, là, vous avez des éléments sur lesquels elle insiste, avec justement, encore une fois, cet angle qu'on n'avait peut-être pas vu, nous, pour commencer, qui est, encore une fois, la performance au sens le sens sportif, hein, corporel du terme, et elle précise bien, Abramovic, que quand elle fait une performance, elle est à 100%, justement. C'est quelque chose qu'on retrouvera souvent dans les performances masculines, notamment avec Chris Burden, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Il y a un autre lien que je ne commande pas pour aller plus vite, où ce sont les Split Britches, qui sont un groupe de théâtre performatif qui donne sa définition de la performance. Je vais surtout donner ce lien parce c'est un site qui s'appelle, c'est le site de l'Institut Hémisphérique, et c'est un très bon site, vous le verrez dès la première page. Justement, il répertorie des performeurs en donnant si vous allez sur chaque photo, en donnant énormément d'informations, et notamment des liens pour leurs performances. Des fois, les performances sont difficiles à trouver, elles ne sont pas toutes sur YouTube, raison pour laquelle j'ai dû d'ailleurs vous en numériser pas mal de mes archives personnelles. Encore une fois, c'est une très bonne banque de données sur les performances, et là aussi cette caractéristique, par exemple vous avez aussi quelque chose sur Schechner, si ça vous intéresse. Vous avez quelque chose sur Tim Miller, qui est un artiste queer performer. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler cette année, et vous avez aussi énormément de performeurs d'Amérique centrale et d'Amérique latine, dont Guillermo Gomez Peña, qui est un des plus connus et dont je vous ai parlé. Donc je vous invite vraiment, quand vous cherchez vos sujets de performance, ou quand vous voulez si vous choisissez, on va voir comment on va faire les évaluations, mais si cette année il y a une possibilité d'évaluation qui consiste à faire un petit exposé rapide en public sur des performeurs, c'est aussi une ressource, enfin un site de ressources intéressant. Il est en anglais, mais bon, ça vous fait travailler votre anglais. De toute façon, la performance, beaucoup de documentation et de textes, comme sur les études culturelles d'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler pendant nos cours, sont en anglais. Je passe maintenant à une série de performances féministes des années 70. Donc c'est vrai que la performance va être
un des moyens d'expression très importants pour les féministes, pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle leur permet de travailler leur expérience, que la performance aussi est un médium qui ne nécessite pas d'investissement financier, matériel important, et aussi que par ailleurs les féministes sont très intéressées, notamment pour non pas faire passer leur message politique, mais être en interaction avec d'autres femmes, par cette forme qui justement permet de créer un espace-temps privilégié avec un public, de manière à susciter une réflexion. Là, ça va être une réflexion sur les rôles traditionnels de la féminité dans les années 60-70, mais vous verrez qu'il y a encore des choses qui sont valables pour notre époque, notamment sur toute la question de la domesticité, du travail ménager. Vous savez, dans les années 70, le féminisme de la deuxième vague, dit de la deuxième vague, va énormément s'intéresser à la question du travail, mais aussi à la question du travail domestique, du travail à la maison, de la façon dont les femmes sont confinées souvent à la sphère privée, alors et avec toutes les tâches que ça qui leur incombe, à savoir la maternité, faire à manger, le ménage, etc. Alors que l'espace public est traditionnellement, en tout cas culturellement, plus facile d'accès pour les hommes, que ce soit d'ailleurs pour les professions politiques, mais pas seulement. Donc forcément, la performance est un outil très intéressant pour les féministes, mais c'est vrai aussi pour toutes les minorités qui se mobilisent dans les années 60, 70. Je vais y revenir, notamment avec la mobilisation contre la guerre du Vietnam, par exemple. Donc ici, c'est un projet qui s'appelle la Woman House, qui est un projet qui a commencé en 1970 à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Un projet qui a été initié par deux artistes féministes importantes, Judy Chicago et Myriam Shapiro, donc qui sont à l'initiative du California Institute of Art et de la partie Feminist Art Program. Et donc, elles vont avoir cette idée de faire travailler leurs étudiants avec des artistes locaux, donc une trentaine d'artistes, et elles vont, il y a un problème de batterie, j'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout, et elles vont récupérer une maison abandonnée, obtenir un bail pour une durée limitée, que les étudiants et les artistes vont refaire de fond en comble, qu'elles vont aussi investir comme justement l'espace de la domesticité. Donc il va y avoir des salles, les salles des règles, les salles des seins de la procréation, etc. Il va y avoir toute une manière d'investir de manière critique l'espace, si vous voulez, donc féminin et de la maison. Donc ça, c'est un des aspects. Donc vous voyez, c'est intéressant aussi parce que c'est une manière de recréer complètement l'espace. Et ces espaces, ces chambres, enfin ces salles, ces pièces vont aussi servir à faire des groupes de raising consciousness, c'est-à-dire on se retrouve entre femmes, ce sont des groupes non mixtes, et on partage l'expérience justement de qu'est-ce que c'est être une femme, c'est quoi les rôles de femmes dans la société actuelle, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est interdit, etc. Et donc évidemment, ça veut beaucoup tourner autour de la question de la domesticité, de la procréation, de la reproduction, du travail ménager, de la sexualité aussi. Et donc les étudiants et les artistes vont, à l'issue de ces groupes de discussion, c'est une technique que vous reprenez aussi pour faire vos propres performances, aboutir à des performances, des scénarios. Et là, dans un premier temps, donc, ce sera un public non mixte qui sera invité pour venir voir les performances. Et ensuite, les performances seront ouvertes à tout public. Ça va bien marcher. Il y aura plus de 10 000 visiteurs donc, pour venir voir les performances dont je vous parlais maintenant, qui sont cock and can play, donc littéralement le jeu de la bite et de la chatte, qui date donc de la même année. Waiting, qui est une performance faite par Face
Wedding, qui porte aussi sur la question justement de la féminité des tâches domestiques. Là encore, vous avez les liens, donc il faut que vous alliez les voir. Cut and Play, en fait, Cock and Play, pardon, je vais y arriver, Cut and Cock Play. Donc ce sont deux femmes qui mettent des prothèses des parties génitales masculines et féminines, donc de la bite et du sexe féminin de la chatte en plastique. Et puis elles vont se bagarrer. Il y en a une qui fait l'homme, l'autre qui fait la femme, sur la question de la répartition des tâches domestiques, sur la question aussi de la sexualité. Et à la fin, l'homme tue la femme, tout ça sur un ton assez humoristique. Waiting est plus une performance sur tous les âges de la vie d'une femme, du fait d'être bébé qui doit être nourri jusqu'à à la vieillesse, avec justement la manière dont le corps vieillit, aussi comment la féminité hétérosexuelle telle qu'elle est résumée dans cette performance où la femme est représentée dans une attitude constante de passivité, sans grande capacité d'agir, à attendre comme une Pénélope que son mari la gratifie sexuellement, soit là, l'aide à la maison, on lui parle, lui donne quelques considérations. Donc vous avez tout ce rythme un peu justement où la répétition joue un rôle important, où sans arrêt la performeuse décrit justement cette répétition de l'attente, de waiting justement, qui donne le nom à la performance. Donc là encore, avec une économie de moyens très simple, il suffit de s'asseoir et d'avoir ce geste répété un petit peu pas autiste, mais enfin de Pénélope qui attend à la maison. Donc voilà des performances féministes assez intéressantes et significatives un peu de la manière dont justement la performance peut avoir un rôle politique et interroger les rôles de genre. La performance suivante est une performance de Martha Rosler qui s'intitule Semiotic of the Kitchen, qui dure 6 minutes, qui date de 75, un peu la même époque, et qui entretient donc des liens un petit peu communs avec ces performances dont je viens de parler, qui est toute une performance sur la question du travail domestique. Là encore, la cuisine comme espace typiquement féminin où sont confinées les femmes. Vous savez que dans les années 50, justement toutes les années 60, et notamment le féminisme, c'est une réaction, notamment aux États-Unis, contre justement le confinement des femmes à la maison et le rôle de la femme un petit peu idéal tel qu'il est décrit dans la culture américaine des années 50. Et donc là, Martha Rosler fait tout un travail en utilisant tous les ustensiles de cuisine sur les gestes répétés qu'on peut faire dans la cuisine pour faire la cuisine, en structurant justement la performance sous forme d'abécédaire. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a vu la performance, la répétition, la manière dont elle la met en scène, là aussi avec une grande économie de moyens, fait que quelque part, évidemment, elle dénonce le caractère justement soporifique et ennuyeux et répétitif donc des gestes quotidiens de la vie d'une femme à la maison et dans sa cuisine. L'autre performance celle-là qui a lieu dans l'espace public par UKLS tire parti aussi de la question des ressources de la répétition dans la performance. Donc là, c'est une série de performances sur le nettoyage. Donc quelque part, on revient un petit peu aussi sur cette tâche de nettoyer, typiquement, entre guillemets, féminine, et qui fait l'objet des critiques par les performeuses femmes ou féministes des années 60 et 70. Et donc là, une performance qui s'appelle Not Just Garbage, faite par UKLS dans le quartier de Soho à New York, devant une galerie d'art où elle passe son temps à nettoyer justement le trottoir devant la galerie d'art. Et donc les gens se posent des questions pour savoir s'ils doivent rentrer, et elle nettoie immédiatement, effaçant les traces de leur passage. Il y a des étudiants qui vont prendre des notes et au bout d'un moment venir l'aider. Qui vient l'aider? Est-ce que c'est des femmes qui se sentent solidaires puisqu'ils la voient nettoyer à longueur de journée? Enfin, en gros, pas à longueur de
journée, puisque comme je l'avais raconté un petit peu dans les premières parties du cours, là il y a justement un cadre temporel et spatial extrêmement précis, hein, de 2 heures à 5 heures de l'après-midi, pendant une semaine. Donc la performeuse du KLS fait cette performance de nettoyage, donc qui vient aider, quel est le statut social des gens qui viennent aider, pourquoi c'est le concierge de l'immeuble d'en face qui vient aider justement cette femme qui procède à des tâches de nettoyage dans la rue, etc., etc. De manière assez intéressante d'ailleurs, la ville de New York, enfin le département de ramassage des ordures, va venir inviter cet artiste en lui proposant justement de faire une performance avec 10 000 personnes, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont employées pour la propreté de la ville de New York à l'époque, et elle va faire une performance qui consistera à serrer la main à toutes les personnes qui s'occupent justement souvent invisibles ou mal considérées ou dégradées socialement, qui s'occupent de nettoyer la ville de New York. Je suis obligée de couper, finalement je suis désolée, il y aura une 4e partie pour ce premier bloc, donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour donc la section 4 du bloc 1. À tout de suite.